Essayer de vous raconter un petit peu des maths ce matin. Alors c'est compliqué parce que je pense que dans cette assemblée, il y a probablement la moitié qui déteste les maths. Je sais pas, on peut faire un sondage. Qui déteste les maths? Ah, pas trop, pas trop. Bon, alors je vais essayer de vous expliquer que les maths, c'est pas juste des calculs et que finalement, ce qu'on apprend au lycée, quelque part, c'est comme si on apprenait les lettres. Et puis on n'apprenait pas qu'avec des lettres, on peut faire des mots et on peut faire des choses. Et donc voilà, donc ce que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est qu'avec les outils que vous commencez à apprendre au lycée, on peut faire des choses et vous raconter un petit peu ces choses-là. Je vais faire un exposé magistral, puisque c'est ça qui est prévu. Mais surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas soit à m'interrompre, soit à les poser à la fin. Voilà, donc ce que je voudrais vous raconter, c'est des maths qui sont un petit peu appliquées. Vous allez voir que c'est encore assez loin d'une application vraiment bien concrète et qui sont en rapport avec l'océanographie. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué et pourquoi est-ce qu'on a besoin de maths pour faire de l'océanographie? Les gens ont fait pendant très longtemps sans mathématiques, mais pourquoi est-ce que ça peut être utile d'avoir des mathématiques? Mais d'abord parce que les océans, comme vous pouvez voir sur ces différents dessins, ont une forme qui est un petit peu compliquée, une géométrie qui est un petit peu compliquée. Donc, d'une part, il y a les côtes, vous voyez, qui sont très découpées. Alors, en général, l'image qui est l'image favorite, c'est la Bretagne, parce qu'elle est extrêmement découpée. Ça fait comme un peu une fractale à certains endroits. Donc ça, c'est pour la géométrie bidimensionnelle, qu'est-ce qui arrête l'océan sur les bords. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante, c'est la courbure de la Terre. L'océan n'est pas tout plat, d'accord? Et même si vous vous mettez localement, vous savez que le fond de l'océan n'est pas plat non plus. Vous avez des talus continentaux, vous avez aussi des dorsales océaniques, enfin plein de choses compliquées. Donc c'est vraiment une géométrie qui est à 3 dimensions. D'accord? Alors évidemment, on verra dans ce que je vais raconter après que les 3 dimensions ne sont pas tout à fait équivalentes. Si vous regardez la profondeur de l'océan, c'est quelque chose qui est de l'ordre du kilomètre. Et si vous regardez sa taille en longueur et en largeur, vous voyez que c'est plutôt de l'ordre du millier ou voire 10 000 kilomètres. D'accord? Donc c'est 3 dimensions, mais pas 3 dimensions tout à fait équivalentes. Voilà, donc ça c'est la première chose qui est compliquée quand on veut étudier les océans, c'est qu'il va falloir tenir compte de cette géométrie compliquée. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de force en jeu, de couplage. Alors j'ai commencé une liste, mais elle n'est absolument pas exhaustive. La première chose que probablement ça vous évoque si on pense au mouvement de l'océan, c'est l'attraction de la Lune, puisque vous savez que c'est ce qui est responsable des marées. Évidemment, il y a aussi la gravité terrestre, parce que sinon l'océan ne resterait pas collé sur la Terre, ça serait assez intéressant. Il y a aussi l'interaction avec le vent, donc c'est quelque chose que je vais regarder ici, comment le vent force les mouvements de l'océan. Et puis après, il y a plein de choses, il y a aussi la présence de la faune, de la flore, et puis l'activité humaine, et puis l'activité sismique, et puis la liste est longue, d'accord? Donc ici, je vais être intéressée par des modèles qui sont des modèles à très grande échelle, et donc on peut négliger un certain nombre de ces phénomènes. Voilà, donc ça explique pourquoi c'est compliqué de faire un modèle, parce que déjà, rien que faire la liste, c'est compliqué. Alors ensuite, il y a la dernière chose, et qui est la chose sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est cette notion d'échelle. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous évoque, qui est assez intuitif. Vous avez beaucoup d'échelles, à la fois d'espace et de temps. Donc des échelles de temps, vous voyez que l'échelle d'une marée, c'est 12 heures. L'échelle de temps de propagation d'une vague, vous voyez qu'entre 2 vagues, le temps est tout petit. Vous avez l'échelle de temps des tsunamis. Alors ça, c'est une échelle qui est assez rapide, entre le moment où vous avez votre incident sismique et le moment où votre tsunami arrive sur la côte. Il ne se passe pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas tellement de temps de vous retourner et vous demander ce que vous allez faire. Et puis après, vous avez aussi beaucoup d'échelles de longueur. Encore une fois, vous voyez que la différence entre 2 crêtes de vagues, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mètre ou même de quelques centimètres. L'échelle de propagation d'un tsunami, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la circulation thermohaline, c'est-à-dire le mouvement général des océans.
Et donc vous avez des courants qui sont en surface, qui sont des courants chauds, et puis qui redescendent, qui repassent par en dessous avec des courants froids. D'accord? Donc ça veut dire que si vous voulez faire un modèle et avoir tout en même temps, c'est vraiment compliqué, parce que même avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, d'accord, ces ordinateurs, ils ont une puissance de calcul qui est très grande, mais qui reste finie, et on n'est pas capable de prendre en compte à la fois des choses qui se passent à l'échelle de la seconde et à l'échelle de l'année, ou de 10 ans, ou de 100 ans. Et on n'est pas non plus capable de prendre quelque chose qui se passe à l'échelle du centimètre ou de la dizaine de centimètres, quelque chose qui se passe à l'échelle du millier de kilomètres. D'accord? Donc même avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas faire une simulation raisonnable de l'océan avec un modèle complet qui prendrait tout en compte à la fois. D'accord? Donc ça, c'est essentiellement de là que vient l'utilité d'utiliser des maths et de faire les choses de façon un petit peu plus conceptuelle que par la force brute. Les maths, c'est pas que de la force brute. Et donc voilà, qu'est-ce que font les mathématiciens? Évidemment, c'est pas eux qui font les modèles, hein, parce que sinon on serait mal barré. Si on attendait que les mathématiciens fassent des modèles, c'est pareil, si on attendait que les mathématiciens fassent décoller des fusées, je pense qu'on pourrait attendre encore quelques siècles. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les modèles qui sont proposés par des physiciens, par des océanographes, hein, et ce qu'ils regardent, c'est si ces modèles sont raisonnables, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont stables, c'est-à-dire est-ce que si vous changez un tout petit peu l'état de votre océan à un instant donné, est-ce que 5 minutes après ça va donner quelque chose qui est complètement différent? Si c'est le cas, le modèle n'est pas très raisonnable, parce qu'on sait que quand même dans deux situations essentiellement la même, ce qui va se passer dans les 5 minutes qui suivent, ça va être essentiellement la même chose. D'accord? C'est ça qu'on appelle la stabilité, c'est est-ce que si on change un petit peu les choses, eh bien ce qu'on va observer ça ressemble ou pas. Évidemment après il faut mesurer ce que ça veut dire ça ressemble ou pas. Ensuite, il y a tout ce qui est comprendre les propriétés qualitatives des propagations. Donc typiquement, est-ce qu'on est capable d'extraire, c'est important que si vous pensez à la prévention, d'être capable de prédire un petit peu ce qui va se passer et d'extraire ce qui va se passer à une échelle donnée. Par exemple, si vous voulez regarder la propagation d'un tsunami, savoir à quelle vitesse, à quelle force et où est-ce qu'il va arriver, eh bien, ça vous est complètement égal de savoir tout ce qui va se passer sur les petites vagues le long du tsunami. D'accord? Donc ça veut dire être capable d'extraire ce qui se passe à une échelle en oubliant ce qui se passe aux autres échelles. Et là vous pourrez utiliser après l'ordinateur pour faire une simulation. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment la chose sur laquelle je voudrais revenir. C'est cette notion de... Il y a plusieurs échelles, mais on est capable de séparer ce qui se passe aux différentes échelles. Ça, c'est un travail qui est difficile, mais c'est vraiment ça l'enjeu important. Une fois qu'on est capable de faire ça, on peut avoir des schémas numériques, on peut être capable de faire des simulations. Alors après, si vous avez des questions sur les simulations, il ne faut surtout pas me demander, parce que je suis incapable de faire ça. Mais il y a des gens qui savent faire. Et les sciences, c'est pas chacun dans son petit tiroir. On est capable de se parler. On parle avec des physiciens, des gens qui font des manipulations, des gens qui font des modèles, des gens qui font les étudient analytiquement, des gens qui font des simulations numériques, des ingénieurs qui utilisent après ces simulations numériques pour faire des dispositifs pour limiter les dégâts, les digues, les choses comme ça. D'accord? Donc la science, c'est pas quelque chose qui est cloisonné. Je pense que c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Voilà, donc ça c'était un petit peu une introduction générale. Et maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est un exemple simple, enfin j'ai essayé de simplifier au maximum, de modèle et puis de ce qu'on peut en dire. Alors ça va être un modèle à l'échelle globale. D'accord? Donc ça veut dire que je vais complètement oublier ce qui se passe à l'échelle des vagues, de la côte, de savoir si... D'accord? Et ce que je veux, c'est comprendre quelle est l'allure générale des courants marins. D'accord? Des courants comme le Gulf Stream, le Kuroshio, voilà, à ce niveau-là, pas du tout ce qui se passe dans la baie du Mont-Saint-Michel. Hein, alors maintenant, il va falloir décrire ce fluide. Alors, au début, ça va ressembler à la physique. Je ne sais pas trop ce que vous avez fait en physique. Je dois avouer que je ne me suis pas penchée très fort sur le programme. Mais c'est pas grave, on va faire ensemble. Et s'il y a un moment où vous ne comprenez plus, vous m'arrêtez. D'accord? Vous avez le droit de vous lever et de dire stop. Alors, donc d'abord, vous avez un fluide. Alors, ça pourrait être très bien la mer, mais ça peut être très bien aussi l'eau dans votre baignoire ou dans votre... D'accord? Et donc, la première chose, c'est comment est-ce qu'on décrit le mouvement de ce fluide? Alors vous avez deux façons de faire. La première façon de faire, c'est dire, par exemple, je suis à la plage, je veux regarder le mouvement de l'eau, je me mets une bouée et je me laisse dériver.
Et là, je vais avoir le mouvement de chacune des particules, essentiellement, je vais suivre le mouvement des particules dans l'eau. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle, avec des termes techniques, une description lagrangienne, c'est-à-dire on suit les trajectoires. Alors, ce n'est pas celle qu'on va adopter ici, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de particules dans l'eau, et c'est compliqué après, avec cette description-là, d'avoir une idée vraiment précise de ce qui va se passer de façon dynamique. Et donc, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt le point de vue de l'observateur, c'est-à-dire vous regardez une rivière, vous vous collez à une pile de pont et vous regardez ce qui passe. D'accord? Donc, vous comptez, vous mesurez le débit. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une description eulérienne, c'est-à-dire que pour chaque point de votre fluide, ce que vous faites, c'est qu'à chaque instant, vous regardez à quelle vitesse l'eau passe. D'accord? Vous ne suivez pas le mouvement de l'eau, vous vous mettez juste en un point fixe et vous regardez ce qui passe. D'accord? Et puis vous en mettez suffisamment pour voir ce qui se passe partout. D'accord? Donc c'est ce genre de modèle-là qu'on va utiliser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme inconnu? Ce qu'on va écrire, c'est des équations. Donc vous savez que quand il y a des équations, il y a des inconnus. Alors là, les inconnus sont des fonctions. D'accord? Donc c'est un peu... Pourquoi c'est des fonctions? Parce que vous vous attendez à ce que la vitesse du fluide, elle dépende à la fois du temps. D'accord? La vitesse du fluide, elle ne veut pas être toujours la même en général. Et puis elle dépend aussi de l'endroit où vous êtes. D'accord? Si vous regardez une rivière qui passe le long et vous êtes sur une pile de pont, vous voyez bien que le mouvement de l'eau, peut-être en aval, en amont de la pile de pont, tout se passe bien et tout le monde a la même vitesse. Mais vous voyez que quand il va falloir contourner l'obstacle, tout le monde ne peut pas continuer à avoir la même vitesse. Les particules d'eau, elles ne traversent pas la pile de pont. D'accord? Donc vous savez que votre vitesse de votre fluide, eh bien, elle dépend de l'endroit où vous êtes. D'accord? Donc la vitesse, elle dépend à la fois du temps et de l'endroit où vous êtes. Donc ça veut dire que c'est une fonction du temps et puis de votre position. D'accord? Et puis alors il y a d'autres inconnus, ça va dépendre un petit peu du modèle qu'on regarde, mais il faut aussi connaître par exemple la température de l'eau. Vous voyez que dans l'océan, la température tout au fond, elle n'est pas du tout la même que la température de surface. La pression non plus n'est pas la même en surface et au fond. Donc voilà, toutes ces grandeurs sont les inconnus de notre problème. D'accord? Ici, on va se concentrer essentiellement sur la vitesse. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est décrire vraiment à quelle vitesse les choses se promènent. Voilà, donc ça, c'est les inconnus du problème. Alors maintenant, il faut écrire une équation. Alors qu'est-ce que je veux écrire comme équation? Je veux écrire des équations, ce qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire si je connais, à supposer qu'à un moment t, je connais toute la vitesse partout de toutes les particules. Donc partout dans mon fluide, je connais la vitesse. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer un petit peu après. D'accord? Comment ça va être modifié? C'est ça qu'on appelle une équation dynamique ou une équation d'évolution. Je connais tout à un instant donné, et après, je dois être capable de prédire ce qui va se passer pour la suite. Alors, évidemment, si vous voulez faire des prédictions, c'est typiquement ça que vous voulez faire. Pareil en météo, si vous regardez tous les champs de pression, toutes les températures, tous les nuages, tous les taux d'humidité à un temps donné, et vous êtes capable de prédire ce qui va se passer demain, ou après-demain, ou dans 10 jours. Après, en général, c'est assez n'importe quoi, parce que c'est pas très stable. Alors, je vais vous montrer comment on écrit cette équation de conservation, cette équation donc dynamique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça en physique, peut-être. Je ne sais pas comment je dois interpréter la vague. Alors, donc c'est pas si compliqué que ça. Hein, c'est pas. Je veux savoir. D'accord, ce que je vais écrire ici, je ne vais pas vous détailler toutes les équations, mais celle-là, c'est parce que c'est peut-être celle qui est plus facile à comprendre. Ce que je veux comprendre, c'est comment on va évoluer la densité de mon fluide. C'est-à-dire, il y a des endroits où le fluide est très dense, où la pression est très grande, et puis des endroits où la pression est plus faible. D'accord ? Et donc, ce que je fais, c'est je compte juste le nombre de particules que j'ai dans mon fluide. D'accord ? Donc, je prends un tout petit élément de mon fluide. Donc je suppose que mon fluide, pour l'instant, il est bidimensionnel, d'accord? Il n'est pas en dimension 3, il est en dimension 2, parce que sinon, je ne sais pas faire de dessin. Alors, donc, il y a un point ici de mon espace, qui est le point avec les coordonnées x1 et x2. D'accord? Jusque-là, vous avez le plan, vous avez les coordonnées. Donc, j'ai un point ici qui est le coordonnées x1 et x2. Maintenant, je regarde un petit carré de mon fluide, une petite particule de mon fluide. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une particule de fluide. Dedans, dans ce petit carré, j'ai plein de particules de fluide. Si je regarde des atomes, hein, d'accord, même si je prends un tout petit carré, j'ai encore plein d'atomes dedans. D'accord? Donc, ici, on considère que le fluide est ce qu'on appelle un milieu continu. On oublie qu'il y a plein de petits atomes dedans.
D'accord? Et on essaye de voir comment ça se passe, qu'est-ce qui va rentrer et sortir de ce petit carré pendant un instant t. D'accord? Donc il y a la première façon d'écrire ça, c'est que ce qui est rentré ou sorti pendant l'instant t, bah, c'est la masse qu'il y a à l'instant t plus dt, moins toute la masse qu'il y a à l'instant t. D'accord? Je fais juste la différence entre les deux, c'est juste la différence. D'accord? Quand je regarde ce qu'il y avait à l'instant t plus dt et moins ce qu'il y avait à l'instant t, bah, c'est juste la variation de la masse. D'accord? Donc ça, c'est une première façon de calculer. Maintenant, j'ai une autre façon de calculer, qui est de dire la différence entre les deux, bah, c'est ce qui est rentré, soit ce qui est sorti. D'accord? Ça, c'est pareil pour... Si vous mettez des chaussettes dans un tiroir, la différence entre le nombre de chaussettes à l'instant t et le nombre de chaussettes à l'instant dt, c'est ce que vous avez enlevé ou ce que vous avez remis. D'accord? Donc là, c'est pareil. Donc là, maintenant, il faut que je compte ce qui est rentré et ce qui est sorti. Alors, qu'est-ce qui est rentré? Vous voyez que si ma vitesse ici est dans ce sens-là, j'ai des particules qui sont rentrées partout par ce côté-là, dx1. D'accord? Et donc, ça correspond à ce terme qui est ici. Vous voyez que la vitesse, là, c'est la vitesse qui est dans le sens désordonné, donc le U2. Et donc, ce qui est rentré par ce côté-là, bah, c'est ρ U2 et fois le dx1. C'est-à-dire, vous regardez le débit, qui est ρ fois U2, et vous multipliez par la taille, ici, de la section. Maintenant, ce qui est sorti par ce côté-là, vous voyez que c'est presque la même chose, sauf que la vitesse, c'est pas la même, a priori, ici et là. Donc, c'est ρ fois U2, mais juste on a changé un tout petit peu la position. D'accord? Ici, la vitesse, elle est à la position x2 plus dx2. Ici, c'était à la position x2. D'accord? Donc, ce qui est rentré, c'est ça, par ce côté-là. Ce qui est sorti par ce côté-là, c'est ça. Et maintenant, vous faites la même chose pour les deux autres côtés, les côtés qui sont verticaux. Vous voyez que leur taille, elle est dx2. D'accord? Et vous multipliez par, donc ce qui est rentré, c'est ce terme-là, ρ fois U1, et ce qui est sorti, c'est ρ fois U1, mais juste décalé un petit peu de X1. D'accord? Ça, c'est juste un comptage, vous comptez, vous regardez, c'est vraiment ça, c'est le principe, vous regardez le débit. D'accord? Alors maintenant, pour ceux qui sont déjà en première et qui ont fait des dérivés, vous voyez que ce truc-là, quand vous regardez ce que c'est que ρ de t plus dt moins ρ de t, et que dt il devient de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, ben ça c'est ce qu'on appelle la dérivée en temps. D'accord? Donc c'est la dérivée de ρ par rapport à la variable de temps. Et maintenant si vous regardez ça, vous voyez aussi que vous allez reconnaître des dérivés parce que c'est de U1 de x1 moins du U1 de x1 plus dx1. Donc c'est pareil, quand le dx1 il devient de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, bien ça ressemble à ρ fois U1 dérivée. D'accord? Donc finalement, ce qu'on obtient à la fin, c'est que comme ce truc-là, ça doit être égal à ce truc-là, ben on obtient un lien entre les dérivés. Mais vous voyez que les dérivés, maintenant, quand vous avez une fonction d'une seule variable, vous avez juste une fonction f de x, vous la dérivez, vous trouvez une seule dérivée. Maintenant, vous avez une fonction qui dépend de plein de variables, du temps, de x1 et de x2. Donc vous avez plein de façons de la dériver. Vous pouvez la dériver par rapport au temps, par rapport à x1, par rapport à x2. D'accord? Et donc ce que vous obtenez à la fin, c'est une équation qui vous relie la dérivée par rapport au temps, la dérivée par rapport à x1 et la dérivée par rapport à x2. Et c'est ça qu'on appelle une équation de dérivée partielle. D'accord? Dérivée partielle, c'est juste parce qu'on ne dérive pas par rapport à tout le monde, on dérive par rapport soit dans une direction, le temps, soit dans une autre direction, le x1 ou une autre direction, le x2. D'accord? Donc voilà, donc ce que vous obtenez à la fin, pour décrire la dynamique de votre fluide, ce sont des équations de dérivée partielle. Alors, on va revenir un petit peu à la modélisation physique. Donc maintenant, l'eau dans l'océan, ce qu'on peut considérer, c'est que sa densité, le ρ que j'avais dans mon équation précédente, elle est essentiellement constante. Donc si vous regardez les profils de densité dans l'océan, c'est quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la profondeur, c'est la coordonnée verticale. Et ça, c'est la fonction qui vous donne la densité. Vous voyez que près de la surface, la densité, elle bouge un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle la pycnocline. Mais après, la densité, essentiellement, elle est constante. D'accord? Donc on peut supposer, sans faire trop d'erreurs, que la densité de l'océan, elle est constante partout. Et dans ce cas-là, si vous faites cette hypothèse, l'équation que j'ai écrite juste avant, elle se réduit à cette équation-là, c'est-à-dire quand vous dérivez par rapport à x1 la vitesse u1, plus quand vous dérivez par rapport à x2 la vitesse u2, ça doit faire 0.
ce qu'on appelle une relation d'incompressibilité. Ça vous dit que votre eau, vous pouvez pas changer le volume qu'elle occupe. D'accord ? Elle peut changer de forme, mais le volume total qui est occupé, vous ne pouvez pas changer. D'accord ? Donc ça s'écrit comme une relation, à nouveau, comme une relation avec des dérivés partiels. Alors ça, c'est la première chose qui est importante quand vous voulez décrire l'eau de l'océan, c'est de dire qu'elle est essentiellement incompressible. Et puis après, il y a une autre caractéristique de l'eau qui est importante, qui est sa viscosité. Alors si vous avez déjà fait un peu la cuisine, vous savez que pour différents fluides, vous avez différentes viscosités. D'accord ? Si vous prenez de l'eau, c'est pas très visqueux. Si vous prenez de l'huile, c'est un peu plus visqueux, ça frotte un peu plus. Si vous prenez de la pâte dentifrice, j'espère que vous ne faites pas la cuisine avec le dentifrice, vous savez que c'est encore plus visqueux. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on caractérise un fluide aussi par sa viscosité. Alors la viscosité de l'eau, elle est toute petite, mais alors il y a des phénomènes compliqués qui se passent dans l'océan qui font qu'il y a quand même de la dissipation d'énergie, parce que vous voyez que le soleil chauffe, d'accord ? Donc ça amène de l'énergie dans l'eau, et l'eau pour autant elle ne se met pas à s'agiter dans tous les sens, à faire n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une partie d'énergie qui est dissipée, et donc ça on modélise ça avec la viscosité, mais ça c'est une histoire, voilà, c'est un modèle, c'est pas vraiment quelque chose qui est, je dirais, qui est vraiment lié à la nature même du fluide. Alors maintenant, si je veux écrire l'équation pour la vitesse, pour l'instant j'ai écrit une équation, je dirais dynamique pour la densité, et puis à la fin j'ai dit de toute façon la densité elle est constante, donc j'ai obtenu une première équation. Maintenant je veux savoir comment la vitesse va bouger avec le temps, d'accord ? Savoir comment le U va dépendre du temps. Alors pour ça, vous avez dû apprendre, probablement aussi en physique, que l'accélération, eh bien, elle est proportionnelle à la somme des forces. Peut-être vous avez appris, peut-être vous n'avez pas encore appris, peut-être vous apprendrez jamais, mais je pense que si quand même. Enfin, voilà, sinon vous l'avez pris aujourd'hui. Donc l'accélération est proportionnelle à la somme des forces. Donc si vous voulez écrire une équation qui dit ça, eh bien, il va falloir savoir quelles sont les forces en jeu. D'accord ? Et donc là, je reprends ma liste que j'avais dite tout au début. Il faut que je sache quelles sont les forces qui vont agir sur mon océan. Alors la première force qui est importante, c'est pas une vraie force au sens de quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est lié au fait que ce qui vous intéresse, évidemment, c'est pas le mouvement de l'océan, je dirais, de façon intrinsèque. Ce qui vous intéresse, c'est la déviation par rapport à la rotation avec la Terre. Essentiellement, le mouvement à première vue, en première approximation, le mouvement de l'océan, c'est juste de tourner avec la Terre. Ça c'est quelque chose facile de constater. D'accord ? Et donc, ce qui va m'intéresser quand je veux décrire le mouvement de l'océan, c'est pas décrire le mouvement de l'océan, décrire cette rotation, qui est le mouvement le plus important, mais juste les fluctuations par rapport à ça. Ça veut dire que je vais écrire des équations qui sont dans un repère qui n'est pas galiléen, parce qu'il tourne. D'accord ? Et donc, il faut que j'introduise une force qui tient compte du fait que mon repère n'est pas galiléen, ce qui s'appelle la force de Coriolis. Alors, on entend tout et n'importe quoi sur la force de Coriolis. Alors, j'en profite pour tuer quelques mythes. Si l'eau de votre baignoire s'écoule en tournant à droite ou à gauche, ça n'a rien à voir avec la force de Coriolis. D'accord ? Donc, souvent les gens disent ça, mais c'est complètement faux. La force de Coriolis, pour la voir, il faut regarder à des échelles qui sont beaucoup plus grandes que le siphon de votre salle de bain, ou alors vous avez vraiment une très 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 grande salle de bain. Donc voilà. Donc, toujours est-il qu'il y a cette force de Coriolis. Alors cette force, vous voyez que maintenant, je vais regarder un modèle qui est complètement bidimensionnel, c'est-à-dire je vais complètement oublier la profondeur de l'océan, je vais regarder juste le mouvement, je dirais comme si je regardais de haut et je regarde juste ce qui se passe à la surface de l'océan. D'accord ? Et donc maintenant j'ai plus que 2 dimensions, donc ça m'arrange parce que je sais faire des dessins en 2 dimensions, ce que je ne savais pas faire en 3 dimensions. Et donc ma force maintenant c'est aussi un vecteur qui a 2 dimensions, 2 coordonnées comme la vitesse. La vitesse elle a 2 coordonnées, U1 et U2, et maintenant la force c'est pareil, elle a 2 coordonnées qui sont données comme ça. Donc alors vous voyez que donc ça c'est le premier ordre de la force de Coriolis. En fait c'est le deuxième, le premier n'est pas très important. Donc qu'est-ce que c'est que tout ce bazar là ? Ça vous dit juste que le bêta, c'est un nombre qui dépend essentiellement de la vitesse à laquelle la Terre tourne. Le x2, c'est la coordonnée comme ça, c'est-à-dire c'est la latitude. D'accord ? Et puis après, U2 et U1, c'est les 2 composantes de ma vitesse. Mais vous voyez que la vitesse, ses coordonnées, c'est U1 et U2. Et ici, ma force, j'ai tourné. Et donc, ces coordonnées, maintenant, elles sont U2 et moins U1. D'accord ? Donc, essentiellement, la force, elle est proportionnelle à la vitesse tournée. D'accord ? Vous la tournez de pi sur 2, vous avez votre vecteur comme ça, vitesse, et votre force, c'est quelque chose qui est tourné de pi sur 2 par rapport à votre vitesse.
Voilà, donc ça c'est la première force, c'est la plus importante pour les écoulements à encore une fois, c'est la plus importante pour les écoulements à grande échelle. Si vous regardez les écoulements à petite échelle, tout est très différent. D'accord ? Alors maintenant, il y a quelque chose qui est très important pour les écoulements marins, c'est la force du vent. Alors, on peut voir ça, par exemple, si vous regardez, ça c'est une carte, c'est la corne de l'Afrique, et vous voyez, donc les petites flèches, elles représentent la façon dont l'eau se promène, d'accord ? C'est ce qu'on appelle les champs de vitesse, donc c'est exactement mon petit vecteur U à chaque point. Et vous voyez que alors vous voyez ou vous voyez pas d'ailleurs, parce que je pense qu'essentiellement au fond on voit rien du tout, mais vous voyez que je dirais l'image générale qu'on voit est très différente en été et en hiver, et ça c'est lié au fait que la mousson ne va pas dans le même sens en hiver et en été. Donc vous voyez que le vent influence très nettement la façon dont l'océan s'écoule. Alors si vous voulez faire quelque chose de vraiment très bien, il ne faudrait pas dire je connais le vent et ça va influencer la mer. Il faudrait dire j'ai encore plus d'inconnus à mon problème, et j'ai aussi toutes les inconnues qui sont pour l'atmosphère, et j'écris un énorme système en écrivant tous les couplages. D'accord ? Mais ça c'est encore plus compliqué. Donc, voilà, donc qu'est-ce qu'on obtient à la fin ? On obtient ça. Alors c'est pas très beau, hein, je suis d'accord, mais c'est pas grave. J'essaie juste de vous expliquer. Alors en plus j'ai l'impression qu'il y a des erreurs. Donc qu'est-ce que j'écris ? J'écris juste que la mer, en gros, ce qui m'intéresse, c'est les grands courants marins. Et vous voyez que les grands courants marins, ils vont pas bouger beaucoup avec le temps. Essentiellement, c'est ce qu'on appelle un écoulement stationnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dépendance par rapport à la variable de temps. Donc maintenant, mes fonctions, elles dépendent plus que de la position. Et donc ce que j'écris, c'est juste pour que l'écoulement soit stationnaire, il faut que la somme des forces soit nulle. Donc je fais ça, j'écris la force de Coriolis plus la force qu'on appelle la pression, plus la force visqueuse, qui vient du fait que un petit peu de viscosité, et je dis que ça c'est égal à la force imposée par le vent. D'accord ? Donc voilà, ça c'est un exemple de modèle qu'on peut utiliser, qu'on peut écrire, d'accord, pour simuler ce mouvement des océans. Alors maintenant, vous voyez, on peut compter. Alors, il y a combien d'inconnus dans ce modèle ? Ici, il y a U1, la première coordonnée du vecteur vitesse, U2, la deuxième coordonnée du vecteur vitesse, et P, qui est la pression. D'accord ? Donc, vous avez 3 inconnus. Et donc, pour pouvoir déterminer 3 inconnus, il faut combien d'équations ? 3, pareil. En général, 3. D'accord ? Alors, de temps en temps, ça ne marche pas, mais disons que moralement, si vous avez 3 inconnus, il faut 3 équations, sinon vous allez avoir un petit problème. Si vous en avez moins, vous avez plein de solutions. Si vous en avez plus, en général, vous n'avez pas de solution. C'est un peu raccourci, mais essentiellement, c'est ça. Et donc, ça tombe bien parce que là, j'ai 3 équations, j'ai ces 2-là, qui disent que juste le principe de Newton, et puis plus l'autre que j'avais écrite avant, qui disait l'incompressibilité. D'accord ? Donc, j'ai 3 équations, 3 inconnus. Donc essentiellement, je pars bien, enfin presque bien, parce que vous voyez que maintenant, ce n'est pas des équations sur les fonctions directement, c'est des équations sur leurs dérivées. D'accord ? Alors maintenant, il y a un autre petit comptage à faire. Alors peut-être qu'avant de montrer le transparent précédent, non, plutôt suivant, excusez-moi, je ne suis pas très bien réveillée, on va essayer de faire ce comptage ensemble. Donc je veux connaître une fonction, donc mettons que j'ai une fonction qui dépend que d'une variable x. Est-ce que les gens qui ont déjà étudié la dérivée sont capables de me dire, si je connais sa dérivée, est-ce que je connais la fonction ? Alors, j'ai entendu oui, j'ai entendu non. Alors, qui vote pour oui ? Et qui vote pour non ? Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple de démocratie. Alors, la réponse est non. Est-ce que quelqu'un qui a voté non peut me dire pourquoi il a voté non ? Oui. Je crois qu'il faut vous parler plus fort parce que, alors, moi, je suis un peu sourde sans doute parce que je suis vieille, mais... Exactement. On rajoute une constante. Donc, voilà, quand vous connaissez la dérivée, ce que vous connaissez, c'est la façon dont votre fonction, elle va croître ou décroître. Mais évidemment, ça ne vous dit pas ce que ça vaut en un point donné. Vous pouvez rajouter une constante et la dérivée va toujours être la même. D'accord ? Donc maintenant, ça veut dire que si je connais une fonction, si je veux connaître une fonction, eh bien, une fonction de une dimension, il faut que je fixe sa dérivée et que je dise sa valeur en un point.
D'accord? Alors maintenant, après, une fois qu'on a compris comment on dérive, on peut dériver 2 fois si on a envie. D'accord? Donc maintenant, si je connais la dérivée seconde d'une fonction, qu'est-ce qu'il faut que je demande, qu'est-ce qu'il faut que je fixe en plus pour connaître la fonction? Ouais. Son étendue. Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est presque. Alors, en fait, donc si je connais sa dérivée seconde, donc on va faire ensemble, d'accord? Si je connais la dérivée seconde, ça veut dire que pour récupérer la première dérivée, il faut que je connaisse une constante, ou la valeur de la dérivée en un point, plus sa dérivée. Et si je veux remonter encore un cran, il faut que je fixe encore une autre constante. D'accord? Donc ça veut dire que si je connais la dérivée seconde d'une fonction, pour connaître la fonction, il faut que je fixe 2 valeurs. D'accord? Et si je connais la dérivée troisième, eh ben, pour connaître la fonction, il faut que je fixe 3 valeurs. Et si je connais la dérivée nème, pour connaître la fonction, il faut que je fixe n valeurs. D'accord? Ça, c'est un petit comptage. Ça, c'est ce qui est écrit en haut. Donc si je veux définir une fonction d'une variable, il faut que je connaisse sa dérivée et sa valeur en un point, ou sa dérivée seconde et sa valeur en 2 points, etc. Alors maintenant, si vous regardez mon système, là, vous voyez que les dérivées les plus grandes, c'est des dérivées d'ordre 2. Il y a des termes où j'ai dérivé 2 fois par rapport à x1 ou 2 fois par rapport à x2. Donc c'est une équation, ça veut dire que moralement, je connais les dérivées secondes. D'accord? Donc comme je connais les dérivées secondes, ça veut dire que si je veux que mon système soit complètement déterminé, il faut que je fixe la valeur au bord. D'accord? Donc 2 conditions sur chaque bord. Et ben ça tombe bien parce que j'ai 2 conditions et ce que je vais dire c'est que juste quand l'eau arrive au bord, ben juste elle s'arrête. D'accord? C'est assez moral. Hein? L'eau, si elle est au bord, ben, elle s'arrête, elle ne va pas continuer dedans ou elle ne continue pas même tangentiellement. D'accord? Donc voilà, j'écris juste ça. Et maintenant mon système il a 3 équations qui sont d'ordre 2, 3 inconnues, plus le bon nombre de conditions de bord. Et donc maintenant mon système il est bien déterminé. Alors, le problème, c'est que voilà, il est bien déterminé, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que malheureusement, le paramètre nu, qui est la viscosité, eh ben, il est minus. D'accord? En fait, il est presque 0. D'accord? Donc maintenant, j'ai fixé 2 conditions de bord, et si je mettais dans cette équation, je mettais nu égale 0, eh ben, maintenant j'ai 2 conditions de bord, et j'ai plus que des dérivées d'ordre 1, et donc là, maintenant, j'ai trop de conditions au bord. D'accord? Là, je suis un petit peu embêté. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand la viscosité devient dans la... Alors, voilà, là, il y a une petite divergence entre ce que dira un physicien et dira un matheux. Le physicien il dira la viscosité est toute petite. Le matheux dit, oh, bah, puisqu'elle est toute petite, on la fait tendre vers 0. Évidemment, la viscosité, elle ne tend pas vers 0, d'accord, parce qu'elle est ce qu'elle est. D'accord? Mais juste pour dire qu'elle est toute petite et savoir ce qui va se passer, on va regarder une limite. Oh. Là, je sens qu'il y en a qui commencent à dire la dérivée plus la limite, là, c'est vraiment un peu trop pour la même heure. Mais c'est pas grave, hein, je persiste et je signe. Et donc voilà, donc maintenant ce que je veux regarder, c'est comment se comporte ce truc dans la limite quand nu tend vers 0. D'accord? Donc j'ai cette solution de cette équation. Alors déjà, une première remarque, c'est que ces équations, en général, on ne connaît pas la solution. On n'a pas de façon explicite d'écrire la solution. Je veux dire, les solutions, les équations dont on connaît la solution, c'est juste les équations que vous regardez dans un exercice. D'accord? Sinon, on ne sait jamais écrire la solution d'une équation. D'accord? On sait qu'elle existe, on peut savoir qu'elle est unique, on peut savoir des choses comme ça, mais le jour où vous connaissez la solution, c'est juste, soit il s'est passé un miracle, soit c'était juste que le prof, il avait trouvé la solution d'abord, et après écrit l'équation, et donc il a retrouvé la solution dans l'autre sens. D'accord? Mais dans la vraie vie, quand vous écrivez une équation, vous ne connaissez jamais la solution. D'accord? Essentiellement, c'est comme ça. Et donc maintenant, ce que je veux pouvoir dire, je ne vais pas connaître la solution, mais je voudrais savoir à peu près comment elle se comporte, est-ce que je peux avoir une idée de à quoi va ressembler mon écoulement de mon océan, sachant que nu est petit. Alors ça c'est le phénomène qu'on appelle de couche limite. Alors ce phénomène de couche limite est un phénomène qui est relativement récent. Alors voilà, c'est pareil, c'est une autre chose peut-être qu'il faut que je dise, c'est que l'échelle de temps en maths, d'accord, pour avancer, elle est très lente. Hein. Donc ce qui s'est fait il y a le siècle dernier, c'est très récent. D'accord? Donc, typiquement, l'échelle de la prochaine échéance électorale n'est pas une échelle pour les mathématiciens. D'accord? Donc, voilà. Donc, je dirais les premiers travaux sur ces histoires de couches limites sont dus à Prandtl.
Et alors, le problème était le suivant. Donc, vous regardez un écoulement, donc vous faites couler un fluide autour d'un obstacle. D'accord? Très simple. Je reviens à mon exemple de ma pile de pont. J'ai ma rivière qui s'écoule. J'ai ma pile de pont et je veux savoir qu'est-ce qui va se passer, à quoi va ressembler mon écoulement. Ce qu'on a dit, c'est que l'eau, elle est très peu visqueuse. Donc, essentiellement, vous avez envie de dire que ça se passe exactement comme s'il n'y avait pas de viscosité. D'accord? Sauf que quand vous vous approchez du bord, eh ben, la viscosité, elle commence à jouer un rôle important, d'accord? Parce que c'est elle qui permet de dire que vous allez vous stopper sur le bord. D'accord? Donc, quand vous regardez à très grande échelle, la viscosité, elle n'est pas importante, mais quand vous regardez près du bord, ben, c'est ça qui permet du fait que le fluide s'accroche, d'accord? Et s'arrête sur votre solide. Alors, l'idée de prendre, c'était de dire, bon, puisque c'est comme ça, on va dire que l'écoulement, on peut l'écrire comme une somme de deux trucs. Le premier truc, c'est ce qui se passerait si j'avais pas ma pile de pont, d'accord? Donc j'écris mon équation sans la pile de pont. Et puis après, je vais regarder ce qui se passe au voisinage de la pile de pont, et là, je vais être obligé de tenir compte de la viscosité. D'accord? Donc c'est exactement cette petite couche qui se passe autour de la pile de pont qu'on appelle une couche limite. Alors, la couche limite, elle permet de retrouver qu'on va bien s'arrêter sur le bord et pas traverser la pile de pont. D'accord? Alors le problème, c'est que ça, c'était une très bonne idée, mais sauf que dans le cas de la pile de pont, ça marche absolument pas. D'accord? Donc si vous avez déjà regardé, sinon si vous ne l'avez pas fait, arrêtez-vous un jour sur un pont et regardez, pas très loin d'ici. Donc ça, c'est une coupe vue dessus. D'accord? Donc la pile de pont, c'est le truc qui est au milieu. Ça peut être aussi une aile d'avion, ça marche pareil. Donc vous voyez que votre fluide, il arrive par la gauche. D'accord? Il arrive sur votre pile de pont. Donc ce que vous auriez voulu écrire, c'est que essentiellement les lignes, elles continueraient presque comme s'il n'y avait pas la pile de pont. Donc, vous voyez, elles sont un tout petit peu détournées. Mais quand vous regardez ce qui se passe derrière la pile de pont, alors là, c'est le bazar. C'est ce qu'on appelle un écoulement turbulent, et des petits tourbillons dans tous les sens, à toutes les échelles. D'accord? Et vous ne savez plus rien dire. D'accord? Donc ça ne marche pas du tout, parce que vous voyez que si vous vous mettez même très loin de la pile de pont, mais derrière la pile de pont, ce que vous allez obtenir, c'est pas du tout ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la pile de pont. D'accord? Vous voyez ces petits tourbillons, après ils se propagent. Alors, faites l'expérience, sortez, allez voir sur le pont là, devant Notre-Dame, regardez ce qui se passe derrière la pile de pont, vous voyez que ça ne se continue pas du tout, il y a plein de petits tourbillons, même très loin de la pile de pont. D'accord? Donc c'était une très bonne idée, mais ça ne marche pas du tout. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple où ça marche, parce que c'est mieux quand même d'avoir entendu. Et donc la même idée fonctionne très bien en océanographie, mais alors dans l'autre sens. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est plus un écoulement, on va regarder l'écoulement dans le sens de la direction verticale. Et donc la question était la suivante. Quand il y a eu des expéditions polaires, l'explorateur Nansen avait trouvé quelque chose qui était assez étonnant a priori. C'est que si vous regardez comment se déplacent les icebergs, eh bien, ils se déplacent avec un angle qui est toujours entre 30 et 40 degrés par rapport à la façon dont le vent les pousse. D'accord? Donc c'est un peu étonnant. A priori, vous poussez comme ça et l'iceberg, au lieu de partir comme ça, il part comme ça. D'accord? Donc ça paraît quand même un petit peu étonnant. Et donc en utilisant la méthode qui était introduite par Prandtl, Ekman a fait un calcul qui montre, donc toujours avec cette histoire de couche limite, que normalement les icebergs, ils devraient se promener avec un angle par rapport à la vitesse du vent qui est 45 degrés. Donc à supposer que 45 c'est entre 30 et 40, c'est pas mal. D'accord? Ça veut dire que on a une prédiction qui n'est pas quantitative, mais qui est qualitative, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un angle entre la vitesse, entre le sens du vent et la direction où l'iceberg est poussé. Alors comment est-ce qu'on fait ça? En fait, ce qui se passe, c'est que l'iceberg, il n'est pas juste posé sur la surface de l'océan, il est assez en profondeur. Et donc ce qu'il faut faire, c'est calculer comment la vitesse du vent est transmise à l'océan. Et donc quand vous faites ça, donc c'est un calcul qui est dans la dimension verticale, vous avez votre vent qui pousse à la surface, et ce que vous voulez comprendre, c'est comment la vitesse, la force est transmise à l'intérieur. Et ce que vous voyez, c'est que c'est pareil, il va y avoir une petite couche limite, donc près de la surface, un tout petit endroit, où vous avez où l'eau est suffisamment visqueuse pour que ça transmette la force du vent. Et puis après, ailleurs, essentiellement, l'eau, elle est comme si elle n'était pas visqueuse. Et donc, ce qui se passe dans cette couche limite, c'est très important. C'est là que vous voyez cette espèce de... La vitesse, là, c'est ce qui est représenté par les flèches bleues. Vous voyez qu'en surface,
la vitesse, eh ben, elle a un angle qui est de 45 degrés par rapport à la flèche orange qui est la direction du vent. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on peut calculer, c'est un calcul qui n'est pas très compliqué, que je ne peux pas faire ici parce qu'il faut quand même connaître un petit peu de nombres complexes et exponentiels, mais voilà, essentiellement, donc ça peut se faire en fin de terminale, on peut calculer les couches limites et comprendre pourquoi les icebergs ne dérivent pas dans la direction du vent. Voilà, alors après, il y a des maths beaucoup plus compliquées qu'on peut faire avec ça, savoir si c'est stable ou pas stable, savoir qu'est-ce qui se passe quand on rajoute des effets qui ne sont pas linéaires, ou qu'on force avec un vent qui oscille à la même vitesse que la force de Coriolis, ou des choses comme ça. Ou qu'on rajoute du relief au fond aussi. Voilà, donc maintenant ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'essayer de vous montrer un petit peu comment on peut faire le calcul. Donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que comme vous êtes poli, vous n'allez pas sortir, mais juste vous allez dormir, ou vous n'êtes pas poli, vous allez avoir des traits forts plus forts que moi. Donc je vais essayer de ne pas être trop technique, mais quand même vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. Juste pour que vous voyez que les outils qu'on utilise, ça ressemble à ce que vous étudiez. Mais voilà, là, peut-être que... Alors, c'est pas moi qu'on va demander comment on va faire les programmes de lycée, mais je pense que c'est quand même un peu dommage d'apprendre juste les outils et de jamais apprendre comment on s'en sert. Hein, encore une fois, c'est comme si vous appreniez à lire les lettres et vous apprenez jamais à lire les mots, c'est quand même un peu frustrant. Alors... Donc je ne vais pas vous expliquer comment on obtient toutes ces équations, je vais peut-être expliquer juste la première. Donc la première, ce que j'ai dit, c'est que mon fluide, il est incompressible. D'accord? Et donc c'est vraiment dommage, il n'y a pas de tableau ici. Hein, les bateaux, ils sont un peu ringards, ils aiment bien le tableau. Donc si vous vous souvenez de la première équation, c'était que la dérivée par rapport à x1 de u1 plus la dérivée par rapport à x2 de u2 doit être égale à 0. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'incompressibilité. Donc maintenant, essayez de retenir ça dans votre tête. La case droite, là. Et dans la case gauche, essayez de prendre une fonction comme j'ai dit ici. C'est-à-dire U1, c'est la dérivée par rapport à x2 d'un truc. Et U2, qui est la dérivée, moins la dérivée par rapport à x1 d'un truc. Vous voyez que si vous dérivez le U1 par rapport à x1, ça va être la dérivée par rapport à x1 et par rapport à x2 de psi. Et maintenant, le U2, si vous le dérivez par rapport à x2, ça va être moins la dérivée par rapport à x1 et par rapport à x2 de psi. D'accord? Donc quand vous faites la somme, ça fait 0. D'accord? Donc ce que je dis, c'est que c'est plus fort que ça. Ce que je dis, c'est que n'importe qui, en dimension 2, qui est de la forme qui vérifie l'équation D1U1 plus D2U2, il est cette forme-là, c'est-à-dire que vous pouvez trouver une seule fonction, à la place d'avoir deux fonctions inconnues, vous n'en avez plus qu'une seule, que j'appelle psi. Et après, je peux retrouver U1 et U2 en dérivant psi, soit par rapport à x2, soit par rapport à x1. D'accord? Donc encore une fois, faites ce calcul. Vous prenez U1 et U2 de cette forme-là, vous dérivez U1 par rapport à x1, vous dérivez U2 par rapport à x2. Vous voyez qu'au niveau formel, vous obtenez la même chose, c'est D1,2 à chaque fois de psi. Et l'autre, moins D1,2 de psi. Donc ça fait 0. Voilà, donc maintenant ce que je dis, c'est que les trois équations, le système de trois équations que j'ai tout à l'heure, je peux le transformer en une seule équation sur psi. Elle est plus compliquée. D'accord? Je paye un petit peu. Par la complexité de l'équation. Maintenant, vous voyez que c'est plus une équation qui est d'ordre 2 parce que j'ai jusqu'à 4 dérivées. D'accord? C'est pas très important. Ici, on va pas faire des calculs beaucoup plus poussés. Mais voilà, ce que je dis, c'est que j'ai moyen, à partir de mon système de 3 équations à 3 inconnues, de me ramener à une seule équation avec donc, une seule inconnue, ce qu'on appelle une équation scalaire. Mais ce que j'ai payé quand j'ai fait ça, c'est qu'au lieu d'avoir une équation qui était d'ordre 2, maintenant j'ai une équation qui est d'ordre 4. D'accord? C'est la vie. J'ai plus qu'une équation, plus qu'une seule inconnue, et par contre, maintenant, l'équation est d'ordre 4. Et donc maintenant, ça veut dire que, si vous vous souvenez le petit comptage qu'on a fait tout à l'heure, combien est-ce qu'il faut que je fixe de conditions au bord maintenant que mon équation est d'ordre 4? 4. Merci. Il y en a qui suivent au moins 1. Et donc voilà. Et donc maintenant, je vais fixer toutes ces conditions sur psi. Donc là, j'en ai écrit 2, mais il y en a... Normalement, il faut écrire 2 autres. Et maintenant, je veux décrire ce qui va se passer quand... Je vous rappelle, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe quand nu tend vers 0. D'accord? Alors maintenant, on va faire comme si les dérivées, c'était pas la même chose que multiplier par une constante, d'accord? On va oublier qu'il y a des dérivées dans cette équation. Et donc maintenant, si j'ai cette équation-là,
Donc j'ai bêta fois d1 psi c'est ce qu'il peut, moins nu fois quelque chose, égale tau. À votre avis, qu'est-ce que c'est la limite de ce truc? Nu, maintenant il est tout petit, il tend vers 0. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Une idée? Nu, il est tout petit. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Bah ouais, on fait nu égale 0, ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? J'ai envie d'écrire la même équation, dire que si nu est tout petit, bah très bien, j'écris la même équation et j'enlève juste le terme où il y avait nu. Et donc maintenant j'ai une équation, c'est juste b d1 psi égale tau. On est très content avec ça, c'est exactement l'équation qui se passe, ce qu'on appelle l'approximation géostrophique à l'intérieur de l'océan. D'accord, c'est exactement ça. Vous avez que votre fonction de courant, eh bien, elle satisfait une équation de ce type-là. D'accord, une équation de transport. D'accord, donc ça c'est... là vous dites, bah, ça va, c'est pas trop compliqué de passer à la limite, c'est bien. Alors sauf que c'est bien, mais vous voyez que maintenant, donc, si vous faites ça, vous avez BD1 psi égale tau, donc c'est une équation, il ne reste plus qu'une seule dérivée. D'accord? Et maintenant j'ai 4 conditions au bord. Ça fait beaucoup, hein. Essayez de fixer, d'accord, vous avez fixé la valeur d'une fonction en 4 points, et vous connaissez sa dérivée partout, vous allez voir que vous avez des petits problèmes. Hein. Ça, il ne faut pas faire ça. Donc, ça veut dire que je me suis un peu gouré quelque part. D'accord? Et donc, on va utiliser la même idée que prendre, c'est de dire, bah, au milieu, on n'a pas dû se tromper trop. Là où on a pu se tromper, c'est sur le bord. D'accord? Et donc, on va essayer de rattraper les bêtises qu'on a faites juste sur le bord, en rajoutant un petit machin sur le bord qui va compenser pour pouvoir récupérer la condition de bord. Alors voilà, ça c'est la limite que vous avez trouvée brillamment. Et ensuite, l'équation pour les couches limites, ce qu'on veut faire, c'est juste rattraper les conditions de bord. Et donc la seule chose qui est importante, c'est l'équation qui est là. Maintenant, il n'y a plus besoin de forçage, parce que sur un tout petit morceau de bord, le forçage, il n'est plus très important. Et donc on a une équation comme ça. Alors vous allez dire, bah, super, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il se trouve que... est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu l'exponentielle? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'une fonction exponentielle? Non. Bon, c'est pas grave. Alors, l'exponentielle, c'est la fonction... Alors, je vais vous donner une définition de l'exponentielle. S'il y a des profs de maths ici, ils seront très fâchés que je vous donne ça comme définition. C'est la fonction qui est géniale parce que quand vous la dérivez, c'est elle-même. D'accord? Ça, c'est bien, hein? Ouais, après, la dériver 25 fois, ça fait encore elle-même. D'accord? Donc, j'ai bien envie de résoudre cette équation-là en utilisant l'exponentielle parce que vous voyez que j'ai que la dérivée d'ordre 4, elle doit être égale à la dérivée d'ordre 1. Si j'ai une exponentielle, c'est nickel parce que la dérivée d'ordre 25, elle va être égale à la dérivée d'ordre 1. D'accord? Et donc ça c'est super, j'ai une fonction qui résout ça, sauf qu'évidemment il faut que je prenne en compte le fait que j'ai le facteur bêta et le facteur nu devant. D'accord? Donc en fait, une fois qu'on est arrivé là, on se ramène à résoudre une équation qui est une équation polynomiale, et ça, celle-là, c'est magnifique, on sait un peu les résoudre. Voilà, donc après il y a un calcul qui n'est pas très compliqué, mais qui est, je pense, au-delà de ce que je peux vous montrer, et puis je pense que vous en avez marre des calculs. Et donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que si vous vous mettez, on va voir qu'il y a une dissymétrie complète entre ce qui se passe à l'est et ce qui se passe à l'ouest. D'accord? Donc vous faites ce calcul. D'accord? Vous avez juste besoin de connaître l'exponentielle et ce que c'est que la solution de l'équation x3 égale 1 et x3 égale moins 1. Vous avez juste besoin de connaître ça. D'accord? Et ce que vous trouvez, c'est que vous pouvez trouver, donc à l'est, vous ne pouvez trouver qu'une seule solution, enfin, un espace de dimension 1, et à l'ouest, vous pouvez en trouver 2. D'accord? Donc maintenant, on va refaire du comptage, parce que ça vous allez pouvoir le faire aussi bien que moi. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai comme degré de liberté? C'est quoi ma liberté? Ma liberté, c'est de choisir un bonhomme, un nombre à l'est, avec la couche limite, 2 nombres à l'ouest avec la couche limite, et puis en plus j'avais encore le droit à un nombre qui venait de l'équation de transport. L'équation de transport, il y avait encore une dérivée dedans, donc j'avais encore 1 degré de liberté. D'accord? Donc j'ai retrouvé mes 4 degrés de liberté. 1 avec l'équation limite, et 3 avec les couches limites, mais vous voyez que c'est pas pareil, à l'est j'ai le droit à un seul, et à l'ouest j'ai le droit à 2. D'accord? Donc ça implique, comme vous aviez 2 conditions de chaque côté, eh ben que l'équation de transport, l'équation limite, eh ben c'est la condition de bord, ce qu'on appelle, eh ben elle va être fixée
à l'est et vous n'avez pas le choix. D'accord? Donc vous voyez que cette espèce de truc qui se passe près des bords, c'est quand même un truc assez étonnant quand même, je trouve. C'est un petit phénomène qui est localisé complètement près des bords et ça influence tout l'océan parce que ça dit que la condition de bord pour votre équation de transport, vous êtes obligé de la fixer à l'est. D'accord? Donc c'est un phénomène qui est complètement local. Là, tout se passe dans un petit mouchoir de poche près de la côte. Et pourtant, ça influence tout l'océan. Et en particulier, ça impose une très forte dissymétrie entre l'Est et l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose qui est observé. Alors, je ne sais pas si j'ai une carte. Je vais vous montrer la carte d'abord. Donc, si vous regardez ça, c'est des lignes de courant. C'est une vieille carte, hein, mais on a aujourd'hui des cartes un peu plus récentes qu'on peut faire par satellite. On observe le même genre de choses. On peut marquer, par exemple, avec la température. Et on arrive très bien à voir ces lignes de courant. Et vous voyez que ce qui se passe là au large de la Floride, vous voyez que les lignes de courant, elles sont toutes resserrées. Et ça veut dire en fait que, et vous pouvez regarder aussi quelle est la vitesse du courant à ce niveau-là. Et vous voyez qu'elle est très 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 supérieure à partout ailleurs dans l'océan. Vous voyez que vous avez à la fois cette géométrie qui est très particulière, hein, quelque chose qui est essentiellement qui se propage dans le sens est-ouest, et puis qui se resserre vraiment sur le bord ouest de l'océan, donc la côte est des États-Unis, d'accord? Et ça c'est complètement expliqué par ce phénomène de couche limite, hein, d'accord? Parce que vous allez voir exactement cette intensification des courants de bord ouest, d'accord? Donc c'est encore une fois, c'est un calcul qui n'est pas très compliqué, juste un tout petit peu au-dessus de ce que vous pouvez faire, parce qu'il vous faut des nombres complexes, essentiellement à l'exponentielle, d'accord? Mais c'est un calcul qui peut se faire très bien en fin de terminale. Vous pouvez voir très bien que vous allez avoir cette dissymétrie entre l'Est et l'Ouest. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'observe, vous voyez, très bien sur la carte. Alors après, il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer, qui est aussi va dans le sens de dire que ce qui se passe près du bord va influencer ce qui se passe partout dans l'océan. Donc c'est ce qui se passe près des bords nord et sud. Donc près des bords nord et sud, et si vous résolvez la même équation, enfin, c'est pas exactement la même équation qu'il faut résoudre exactement, et donc vous trouvez que la taille est différente, la taille de la couche limite est différente, et vous trouvez que c'est une équation, la forme de l'équation que vous avez, c'est pas du tout une équation locale comme on avait tout à l'heure pour près des bords est et ouest, c'est une équation qu'on appelle une équation de diffusion. Ça veut dire que ce qui se passe près du bord se propage exactement comme se propagerait la température. C'est une équation comme une équation de la chaleur. Donc il se passe le même genre de phénomène que si vous prenez une barre métallique, vous la chauffez d'un côté, vous voyez que la température va se réchauffer progressivement toute la barre, avec une équation qu'on appelle une équation de la chaleur. Et bien ce qui se passe ici, pour ce qui se passe près des bords nord et sud, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose à l'est et puis ça va se propager doucement vers l'ouest. Et c'est toujours dans le sens de l'est vers l'ouest. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. D'accord? Juste parce que ce qui est important, c'est la dérivée de votre fonction de rotation, et ça, c'est quelque chose qui est la même dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et puis, alors, une dernière chose, si vous avez une côte qui n'est pas juste si vous avez votre océan n'est pas juste un rectangle, c'était pratique. Au début, mon océan était juste une ligne, maintenant, c'est un rectangle. Si c'est un truc un peu plus compliqué, donc une patate ou je sais pas quoi, un ensemble comme celui que j'ai dessiné en bleu ici, vous pouvez montrer aussi que vous avez des phénomènes de type couche limite, pas juste près des bords, mais aussi près de toutes les lignes horizontales que j'ai dessinées. Pourquoi? Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi, et puis après je vais casser les pieds. Pourquoi? Eh bien essentiellement parce que si vous résolvez votre équation de transport, d'accord, l'équation de transport, c'est l'équation qu'on avait à la limite, c'était d1 psi égale taux. Taux, c'est une fonction que je vous donne, et maintenant vous connaissez d1 psi, d'accord, la dérivée par rapport à x1. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour calculer... Alors, est-ce que je peux... Ouais. Ça. D'accord? Donc, comment vous faites pour calculer le psi en un point ici? Vous dites qu'au bord, c'est 0. D'accord? C'est ce qu'on a dit. Il fallait fixer au bord est. Et maintenant, vous intégrez votre fonction ici, sur le petit segment, pour aller du bord jusqu'au point. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous êtes juste au-dessus de la ligne ici, vous allez intégrer de ici à là. Mettons que votre forçage soit constant, soit 1, d'accord? Donc quand vous intégrez de ici à là, ça vous donne juste la longueur de ce segment. Maintenant, quand vous êtes sur un point qui est juste en dessous de la ligne ici, vous voyez que vous allez intégrer depuis ici et jusqu'ici.
Et donc maintenant, ça vous donne la longueur de ce segment. D'accord? Donc vous voyez ce que vous êtes en train de faire, le truc il va sauter là sur cette ligne. La solution elle va sauter, parce que ici c'est la longueur en partant de ce bord ici, alors que juste en dessous c'est la longueur en partant de ce bord ici. D'accord? Donc ça veut dire que votre solution elle est discontinue, et ça l'équation de départ elle n'aime pas du tout les choses discontinues, et donc pour réagir à ça elle force une singularité, donc il se passe un truc bizarre près de cette ligne. D'accord? Mais pourquoi il se passe un truc bizarre? C'est juste vraiment pour ça. C'est que vous voyez que le bord est le plus près ici, il est très près, alors que le bord est le plus près, quand vous êtes juste en dessous de cette ligne, il est très loin. D'accord? Et donc vous avez un saut. C'est exactement pour ça que l'écoulement est discontinu. Et d'ailleurs, donc si on vient à la carte, eh ben on voit très bien ces lignes-là. D'accord? Quand vous avez ici, quand ça se décroche là, ici au nord de l'Espagne, vous voyez très bien ces lignes-là. J'aime pas trop les sauts. Hein. Voilà, donc avec même des modèles assez simples, hein, vous voyez qu'il nous reste plus. Alors, simple, tout est relatif, mais il reste quand même plus beaucoup de variables. Il reste des équations qu'on sait essentiellement résoudre avec des profils qu'on connaît. Mais vous voyez qu'on peut déjà trouver plein de propriétés qualitatives des écoulements. Hein. On retrouve pas les choses de façon quantitative. Hein. On ne retrouve pas les lignes comme elles devraient être, mais on retrouve exactement la forme générale. Et alors pourquoi c'est important ça? C'est parce qu'essentiellement, ça veut dire qu'on est capable d'extraire complètement ce qui se passe à l'échelle de la couche limite. On n'en a plus besoin. On sait la réintégrer directement dans le modèle. Et donc maintenant, les gens qui font les simulations numériques, ils peuvent oublier ce qui se passe dans la couche limite. D'accord? Parce qu'analytiquement, on a été capable de décrire ce qui se passe à la toute petite échelle et de voir comment ça influence la grande échelle. D'accord? C'est vraiment ça le principe de la séparation d'échelle, c'est d'être capable de dire ce qui se passe à une toute petite échelle, je ne veux pas le voir. Et donc il faut juste que je comprenne ce qui se passe, ce que ça fait en moyenne comme effet sur une grande échelle. Et ça, c'est un exemple de ça. Ce qui se passe, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe dans la couche limite, mais on arrive à voir de façon pas trop compliquée ce que ça génère comme effet sur l'écoulement à grande échelle. Voilà, donc évidemment, c'est des travaux qui sont... D'abord, c'est des travaux qui sont extrêmement techniques. Donc si on veut vraiment faire tout correctement dans la bonne géométrie, c'est compliqué. La question après, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce que c'est les méthodes qu'on est... Le principe de faire des maths, hein, c'est d'être capable de trouver des méthodes qui sont suffisamment robustes. Est-ce que si maintenant je rajoute de la température dans cet écoulement, est-ce que si je rajoute plein de choses qui rendent mon modèle un peu plus physique, est-ce que ça va être robuste? D'accord? Donc ça, c'est une question qui est ouverte parce que c'est des travaux qui sont relativement récents. Et donc voilà, ça veut dire qu'il y a encore plein de travail à faire. Et je vous encourage vivement à faire... à essayer au moins de faire un peu de science. C'est vraiment un super métier. Si vous avez des questions sur ce métier, je serais aussi très contente d'y répondre. Mais voilà, peut-être la chose que je voudrais vous dire sur ce métier de scientifique, c'est un métier où je pense qu'on a une très grande liberté, plus que dans tous les autres métiers. On fait ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut et où on veut. Et voilà, ça c'est et la liberté n'a pas de prix. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bon, l'applaudimètre est bon. Merci pour votre enthousiasme. Je crois que c'est peut-être la plus grande leçon aujourd'hui. Bien sûr, les mathématiques que vous mettez en œuvre, sont vraiment difficiles à mettre en œuvre. Il faut du temps, il faut des équipes. Mais quand on voit l'enthousiasme avec lequel vous le faites, je dis bravo. Et puis, vous êtes, il me semble, un exemple que j'espère certains d'entre vous suivront. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, pour les questions, si vous voulez bien juste me faire signe et je vous apporte le micro. Voilà. Qui commence? Bonjour madame, merci pour cet exposé brillant. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit à la fin. Vous parlez de la liberté du mathématicien, du chercheur.
Et vis-à-vis de vos travaux, est-ce que vous êtes approché par des compagnies pétrolières ou des compagnies de pêche, puisque vous êtes capable de prédire le mouvement des océans, des courants, pour par exemple optimiser la pêche dans des zones? Est-ce que vous avez des approches de ce genre ou pas du tout? Alors, d'abord, pour être très honnête, ce que je fais, enfin, les travaux que je fais sont assez loin des applications, dans la mesure où c'est absolument pas qualitatif. C'est qualitatif, mais c'est pas quantitatif du tout. Mais comme ce que j'ai dit, c'est que c'est un tissu qui est assez continu, c'est-à-dire que moi je travaille avec des gens qui sont océanographes et qui eux travaillent avec soit des compagnies pétrolières, soit plein d'autres choses. Hein. J'ai un collègue qui allait faire des recherches pour trouver l'avion qui s'était écrasé entre le Brésil et Paris. On a des thésards qui font des manips, ils font la bouée juste dans les baïnes à côté de Biarritz. Voilà, donc oui, les applications ne sont pas très loin. Et après, c'est vraiment à chacun de voir ce qui l'intéresse et de... Voilà, donc il y a d'autres travaux que j'ai faits où effectivement on a réussi à je ne sais pas si on les voit là-dessus, mais à localiser les tourbillons qui sont là au large. Est-ce qu'on les voit? Pas très bien, non. Il y a des tourbillons qui sont un peu plus au sud et qui abritent des écosystèmes qui font en gros entre 10 et 100 km et qui sont très stables en fait, qui durent pendant plusieurs années, lors de la dizaine d'années, et où en fait il fait beaucoup plus chaud qu'ailleurs, et donc on a effectivement des milieux, des écosystèmes très particuliers qui sont intéressants pour la pêche. Donc oui, on est capable de faire ce genre de choses. Mais après, je dirais le degré de coopération avec des choses, avec des entreprises privées ou avec des choses qui sont vraiment plus appliquées, ça c'est vraiment laissé au libre choix de chacun. Bonjour. Merci pour la conférence. J'aimerais savoir si la montée des eaux influence vos calculs avec la fonte des glaces. Alors, le fait que l'eau monte, c'est pas. D'abord, ici c'est un modèle qui est bidimensionnel. Donc c'est un modèle juste je regarde ce qui se passe par-dessus. Donc je ne prends plus tellement en compte la hauteur d'eau. Et la hauteur d'eau, de toute façon, elle est très petite devant l'étendue en largeur. Donc tant qu'on a ce genre de modèle où il n'y a pas de température, non. Mais le problème, c'est que le modèle n'est pas réaliste parce que, pour le coup, la température, ce qui est important, c'est pas tellement le fait que l'eau monte. Ce qui est important, c'est que les gradients de température changent. Et ça change. C'est vraiment. On sait très bien, c'est ce qu'on appelle la circulation globale, c'est ce qu'on appelle une circulation thermohaline. On sait très bien que le moteur, là-dedans, c'est la température. L'eau, elle ressort comme ça au niveau de l'équateur, elle plonge au niveau des pôles. Et quand on change les gradients de température, ce mouvement général, il va être changé. Donc ce qui va changer, oui, c'est les choses changent avec le réchauffement, mais c'est plus lié au gradient de température que vraiment à la différence de hauteur d'eau. Merci. Bonjour. Alors, encore merci pour cet exposé. Par contre, j'ai une question sur cette carte. Au milieu, on voit entre la Floride et le Maroc, il y a une grande zone où il n'y a aucun courant. Et donc, je voudrais savoir pourquoi, alors que vous aviez dit que lorsque le bord des océans influençait sur tout l'océan. Alors, pourquoi au milieu, il n'y a aucun courant? Alors, d'abord, il n'y a pas aucun courant. Je pense que c'est... Non, mais on voit pas. Je suis d'accord qu'on voit pas les lignes de courant, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est une carte relativement ancienne, et ensuite, ce qui est vrai, c'est que au niveau de l'équateur, les courants sont quand même beaucoup moins forts, justement parce qu'on a, en fait, vous voyez que essentiellement, si vous regardez, le courant va pas dans le même sens dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et la seule façon qu'il ne se passe pas quelque chose de vraiment très bizarre à l'équateur, c'est que ça s'annule.
D'accord? Donc effectivement, il y a une zone où quand même c'est moins fort. Donc les lignes quelque part sont de plus en plus espacées et c'est pour ça qu'on ne voit plus, parce que la résolution de la carte ne permet plus de voir. Mais donc effectivement, c'est le mouvement global est presque zéro. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courant du tout, parce qu'il peut y avoir des petites fluctuations sur des échelles plus petites. Mais je dirais qu'il n'y a pas de grand courant qui va vers l'est ou vers l'ouest. Et voilà, et c'est juste après un problème de résolution de la carte. Mais voilà, globalement quand même à l'équateur, effectivement ça s'annule. Ouais. Bien, ben je pense qu'on va s'arrêter là. On remercie encore Mme Saint-Raymond. Et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine des mathématiques et une bonne fin d'année. Au revoir.